Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Cet épisode est également consacré à l'Australie puisque nous accueillons aujourd'hui Léa, une jeune femme de 30 ans qui nous parlera de la création de son business et de plein d'autres choses encore. Bonne écoute! Je m'appelle Léa, je suis française et je vis en Australie depuis 9 ans. Je suis esthéticienne holistique et praticienne en soins énergétiques et je suis mariée depuis 3 ans. Quand es-tu arrivée pour la première fois en Australie? Je suis arrivée en Australie le 1er février 2012. Tu partais en voyage ou pour t'installer directement? On partait dans l'idée de voyager peut-être 6 mois, un an, histoire de découvrir l'Australie, de se faire une expérience en tant que backpacker et surtout d'apprendre l'anglais. Quand tu dis «on», tu parles de ton compagnon avec qui tu es partie et qui est ton mari actuel, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Tu partais à l'origine pour un voyage et 9 ans après, tu es toujours là. Qu'est-ce qui t'a fait craquer pour ce pays? Ouais, alors, c'était très surprenant, c'est pas du tout quelque chose qu'on avait prévu. Je pense que ce qui nous a le plus séduit, c'est, le mode de vie un petit peu plus cool, et surtout beaucoup, d'opportunités pour nous, dans notre corps de métier à l'époque et encore aujourd'hui. Et forcément le climat, la vie vers la plage, c'est quand même, hyper agréable. C'est ce que tu recherchais, une vie, au soleil, avec une qualité de vie, que cela implique? Ouais, en fait, je pense que c'est vraiment un ensemble, pour nous, l'Australie, c'est un peu, une bulle. En fait, le territoire est tellement grand, si sauvage que, il y a énormément d'espace pour tout le monde et c'est vrai que c'est très agréable à vivre. C'est un mode de vie, très proche de la nature parce qu'on est tout le temps dehors, même, très, très tôt le matin, les gens ont un mode de vie très actif. Tout en restant, très relax. Donc ça nous a plu tout de suite et c'est vrai qu'on je pense qu'on s'y est habitué en grandissant parce que quand on est arrivé, on était très jeunes donc forcément, on était un petit peu plus attirés par les fêtes, découvrir les gens, voilà, de différents endroits et très vite, on s'est créé une routine, en fait, un mode de vie beaucoup plus sain, je dirais, par rapport à notre mode de vie, en France, un petit peu plus stressant. Vous aviez quel âge quand vous êtes partis? Bah, moi, j'avais tout juste 21 ans, donc Julien en avait 23, donc forcément, on ne fait pas, aujourd'hui les mêmes activités, qu'on avait avant, en arrivant. En parlant d'activité justement, est-ce que tu peux nous parler de ta vie professionnelle? Et bien, quand on est arrivé, étant donné que notre anglais n'était pas, super, on a commencé par des petits boulots, où on n'avait pas trop besoin de parler et après 9 mois, moi, j'étais vraiment en manque de mon travail que j'aime, énormément et que j'ai choisi de faire, quand j'avais 16 ans. Donc j'ai commencé à travailler dans différents spas et salons d'esthétique, un peu partout en Australie et aujourd'hui, je m'apprête à ouvrir mon propre salon, à Byron Bay. À Byron Bay, donc sur la côte est australienne, est-ce que c'est là que tu as toujours habité en Australie? Non, on a pas mal bougé, on a fait une première année à Melbourne où le notre mode de vie était assez intense parce que, on travaillait beaucoup, on sortait pas mal. Voilà, c'était assez stressant et ensuite on est parti s'installer à Perth, sur la côte ouest du coup et c'est là où on a été sponsorisés pour, pouvoir rester en Australie donc c'est comme un parrainage en fait par un employeur et depuis peu, donc depuis 9 mois, on s'est installé à Byron Bay sur la côte est. Comment se déroule la création d'un business en Australie? Est-ce que ça a été une démarche, plutôt facile, très contraignante? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Alors ça a été, très facile, pour nous 2 d'ailleurs, parce que mon mari, travaille dans la construction. Donc il a créé sa propre, petite entreprise. Je crois que ça équivaut à un, auto-entrepreneur en France. C'est un statut qu'on peut garder, autant qu'on veut. On peut même avoir juste une petite société, une petite compagnie, en plus de notre travail en étant, en Australie, donc c'est très intéressant et pour moi, ça a été très simple. J'ai simplement fait une demande, de numéro d'auto-entrepreneur et là, je peux ouvrir mon salon un peu partout en Australie sans trop de difficultés, sans un apport, financier, énorme, donc c'est très simple. Tu as des locaux? Oui, oui, j'ai un local, donc c'est petit pour l'instant parce que je commence juste et puis je suis toute seule depuis le début, donc pour l'instant, c'est petit, mais même en création d'entreprise, c'est pas, ça demande pas énormément de démarches, en fait. C'est assez simple. C'est très intéressant pour les jeunes et les moins jeunes qui ont envie d'ouvrir, leur propre compagnie et on peut rester en auto-entrepreneuriat, pardon, hem, jusqu'à, même, pouvoir employer du monde sans forcément passer en statut de société. Donc c'est très intéressant ici. À qui on fait la demande de ce fameux numéro? Au gouvernement, en fait, c'est simplement on s'enregistre dans un corps de métier et en fait, on a, voilà, ce numéro, d'auto-entrepreneur qui nous est, donné, enfin, pour lequel on fait une demande et après c'est quelque chose qui peut être trouvé sur internet pour, par exemple, les clients qui veulent savoir si vous êtes bien enregistré, voilà, donc c'est vraiment, bateau, quoi. C'est très, très simple. Visiblement, ça a l'air extrêmement simple comme démarche. Et pour trouver des locaux, est-ce que ça a aussi été une facilité pour toi en tant que Française ou est-ce que les Australiens sont plutôt réticents à l'idée qu'une Française s'installe? Non, pas du tout. Non, non, je pense ils sont très habitués à avoir beaucoup de gens, en fait, beaucoup d'étrangers. Donc non, non, ça a jamais été un problème pour moi, pour m'installer quelque part. Est-ce que les codes professionnels sont différents? Est-ce qu'il y a une autre façon d'aborder sa clientèle en Australie par rapport à la France ou pas du tout? Oui, je pense que c'est beaucoup plus cool, vraiment, c'est beaucoup plus facile de rencontrer du monde, c'est moins, on va dire que c'est moins je trouve pas le terme. C'est plus léger, en fait, que ce soit pour ouvrir une entreprise, faire les démarches administratives, rencontrer du monde, s'associer. C'est vraiment des démarches qui sont moins stressantes, on va dire. Et est-ce qu'on gagne bien sa vie en Australie? Alors, comme partout, il y a un certain seuil de pauvreté, comme partout, hein. On est malheureusement, voilà, il y a quand même des grandes différences, je trouve ici aussi. Mais oui, il faut, se dire les choses. On peut très, très bien gagner sa vie en Australie. Tout dépend bien sûr de l'industrie dans laquelle on travaille et tout dépend de l'endroit. Mais oui, il y a encore énormément de choses à faire en Australie et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que beaucoup de gens sont attirés, c'est un peu, devenu le rêve américain, tu vois? Le rêve australien, c'est voilà, c'est souvent, relié en fait, connecté à ça, en fait, cette qualité de vie et toutes ces opportunités qu'il y a encore, dans le pays. Si on compare à métier égal, puisque tu étais esthéticienne en France et tu l'es également aujourd'hui en Australie, est-ce que tu te serais sentie capable d'ouvrir ton cabinet en France comme tu le fais aujourd'hui à Byron Bay? Pas du tout. En tout cas, alors c'est marrant que tu me poses la question parce que justement avec une de mes meilleures amies, on parlait d'une éventuelle ouverture de salon en France dans peut-être quelques années ou quelques mois, l'avenir nous le dira. Mais justement, j'ai commencé à me renseigner un petit peu et à travers son expérience à elle, je me rends compte que c'est très, très compliqué d'ouvrir une société en France et c'est presque si on nous décourageait d'entrer en nous expliquant que c'est très, très risqué, que on va payer énormément de charges, que voilà, les impôts, les taxes, tout ça, c'est
très décourageant et très effrayant, pour être honnête. Le peu de démarches que j'avais commencé à regarder, je me suis vraiment rendu compte qu'on vivait dans un monde complètement différent. Donc non, encore aujourd'hui, faire ce que je fais là aujourd'hui, je ne sais pas si j'en serais capable en France, toute seule. Avant de te lancer dans l'aventure d'un business à Byron Bay, tu avais déjà une activité avec une clientèle qui se déplaçait à ton domicile à Perth. Est-ce que la démarche était différente? Est-ce que le numéro que tu as aujourd'hui, c'est le même, que tu avais, déjà, dans ton précédent business? C'est vraiment le même numéro que j'ai demandé il y a 6 ans déjà et c'est les mêmes procédés et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, quand on s'est installé à Byron Bay, comme j'ouvrais, dans mon esprit quelque chose d'un peu plus grand que simplement une petite cabine à la maison, vu que j'avais un local, tout ça, j'ai bien appelé, le gouvernement, en fait, pour savoir si je devais me déclarer, en société ou changer quelque chose au niveau de mon statut et en fait, non, c'est vraiment le même numéro et le même statut qu'on garde, et aujourd'hui, je pourrais éventuellement employer du monde sans devoir me déclarer en société. Je crois que je peux avoir jusqu'à 3 ou 4 employés. Donc sous les conseils de cet agent, j'ai pas forcément de démarche autre que ça à faire pour l'instant et c'est pareil pour mon mari, il a, aussi ce statut d'auto-entrepreneur et ça fait des années qu'il l'a, qu'il travaille pour lui-même, sous différents contrats et voilà, ça reste hyper basique et très, très simple du coup de se lancer, en fait. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui nous écoutent et qui auraient aussi envie de se lancer dans l'aventure d'un business, en Australie? Bah, des conseils, ne pas avoir peur de poser des questions, même si c'est voilà, en anglais, des fois on n'est pas toujours, serein d'appeler le gouvernement pour différents services mais il faut pas avoir peur de poser des questions et puis non, je pense que la simplicité de toutes ces étapes font qu'il est très facile de se lancer, et qu'on prend pas énormément de risques. Tout dépend forcément de la grandeur du projet, bien sûr, mais pour des gens, qui ont des métiers, par exemple, pour les esthéticiennes ou les masseuses ou les coiffeuses, vraiment, c'est ultra simple, quoi. Il faut pas hésiter à se lancer, même simplement en visa temporaire. Parce que le visa temporaire ne t'empêche pas d'avoir un numéro d'auto-entrepreneur. Donc vraiment, si c'était à refaire, moi, j'aurais commencé encore plus tôt après mes 2 années de Working Holiday Visa, j'aurais commencé plus tôt si j'avais su. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles un visa temporaire? En fait, un visa temporaire, c'est, donc limité dans le temps et c'est souvent les premiers visas que tu as, en tant que voyageur. C'est un visa, vacances-travail, donc qui te permet de voyager, de venir en touriste ou alors de faire 3 mois d'études en Australie, pas plus. Tu as une durée limitée, mais tu n'as pas de limitation sur, tes heures de travail. Donc tu peux travailler autant que tu veux, tant que tout est bien déclaré. Et donc si j'avais su ça, j'aurais, peut-être lancé cette petite société, à côté de mon boulot que j'avais à l'époque quand on est arrivé. Voilà, pour commencer à travailler pour moi et puis, du coup de développer une clientèle un petit peu plus tôt. Et comment tu as commencé cette activité? En fait, jusqu'à présent, j'ai toujours eu 2 emplois. Donc un emploi, fixe, on va dire, où je travaillais pour quelqu'un dans un salon et souvent le week-end ou mes jours de repos, je travaillais un petit peu de la maison, à mon rythme, ce qui me permettait, bah, de développer une petite clientèle, de faire des soins à ma façon, donc avec, les produits que je voulais et surtout aussi de rencontrer pas mal de monde. J'avais quand même une clientèle qui était essentiellement française, donc ça me permettait d'avoir un bon équilibre, en fait, entre ma vie d'expatriée, donc vraiment, immiscée dans le monde australien, au travail et souvent, en dehors avec certains amis, mais aussi d'avoir, quand même, accès justement à ma culture française à travers les soins que je donnais à la maison. Parce que du coup, je rencontrais beaucoup de gens, français, donc on pouvait échanger et puis ça crée des liens différents. C'est vraiment une autre approche. On parlait de la langue tout à l'heure et justement, comment vis-tu le fait de parler anglais dans ton quotidien?
Alors aujourd'hui, ça me pose pas trop de problèmes, même si parfois, forcément, c'est ma deuxième langue, ça le restera toujours. Donc, c'est vrai que des fois, bah, il y a des moments où tu es un petit peu plus fatigué, où tu as juste pas trop envie de trop réfléchir à quel mot utiliser, de quelle façon. Enfin, voilà, ça reste ma deuxième langue. Donc, c'est pas, je serai jamais fluente complètement, mais c'est plus un problème, quoi. Je parle couramment. Donc aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, c'est pas un handicap. Mais c'est vrai que quand on est arrivé, ça a été très très dur parce que on avait une bonne compréhension. Par contre, pour s'exprimer, forcément, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'apprentissage en fait, qu'il faut faire tous les jours. Et comme on est venus tous les deux et qu'on se parlait français, forcément, ça a mis plus de temps que quelqu'un qui vient seul et qui est complètement immergé tout de suite dans la vie du quotidien en parlant que anglais. Nous, c'est vrai qu'on a essayé de se parler en anglais au début, mais c'était tellement pas naturel que c'était très frustrant. Donc, on a eu besoin justement, comme on a été immergé tout de suite qu'avec des Australiens au travail, on avait justement besoin, en rentrant à la maison, de parler français et de mettre un peu notre cerveau en pause voilà, pour mieux le vivre, je pense. Au travail, tu nous disais tout à l'heure que tu avais eu une clientèle essentiellement française. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Alors, au départ, je n'ai eu qu'un rapport, que des clientes australiennes au boulot pendant 2 ans. Mais c'est que en travaillant à la maison que j'avais essentiellement des Françaises ou beaucoup de voyageuses, en tout cas. Donc, aujourd'hui, non, c'est plus le cas. Je pense que je vais avoir beaucoup plus d'Australiennes, enfin de gens d'ici, des locaux, que de voyageuses, parce que la ville est plus petite et que oui, je pense que pour s'installer et pour durer dans le temps, il faut quand même viser une clientèle locale. Mais oui, je pense que j'aurai toujours beaucoup de rencontres de voyageuses et puis beaucoup de Françaises, forcément. Te sens-tu intégrée en tant que Française dans le pays? Alors, je me suis jamais sentie pas la bienvenue, mais encore aujourd'hui, même après 8 ans et demi, je peux pas dire que je suis 100% intégrée. Si je dis ça, c'est pas pour être langue de bois. En fait, c'est simplement voilà, une sensation qu'on a tous les deux. Euh, alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que Julien et moi, depuis le début, on a voulu rester. Mais dans notre tête, ça a toujours été très flou, en fait, de savoir si on allait rester toute notre vie ou si on n'avait pas forcément envie de rentrer. On a quand même l'envie de se rapprocher de notre famille et de nos amis proches. Donc, si tu veux, j'ai l'impression que par rapport à quelqu'un qui est venu s'installer ici et qu'après, si on fait le bilan après quelques années, je pense que Julien et moi, ce qui nous empêche d'être complètement intégrés, c'est ce besoin de se rapprocher de la famille. Donc, ouais, je ne peux pas dire que je suis 100% intégrée. Je me suis toujours sentie la bienvenue, mais je ne peux pas dire que l'Australie est mon pays. C'est un pays où je me sens bien, c'est un pays où j'ai des projets, mais je ne fais pas partie de ces gens qui peuvent dire, par exemple, que leur vie est ici, quoi. Malgré tout, est-ce que vous avez réussi à vous constituer un cercle d'amis? On a fait beaucoup de belles rencontres de gens, de locaux, mais finalement, les rencontres les plus fortes qu'on a faites, c'est avec des Français. Alors, je sais que c'est complètement dingue, parce que c'est pas du tout ce qu'on a cherché. On l'a même clairement évité pendant nos 2 premières années en Australie, parce que le but, c'était justement de s'intégrer le plus possible, ce qu'on a réussi à faire. Et puis, c'est comme s'il y avait eu un appel au naturel, en fait, au confortable et très facilement et très naturellement, on a fait de très belles rencontres, notamment à Perth, où on est resté quand même 5 ans, mais avec des gens, avec des Français. Pendant longtemps, j'ai essayé de lutter
Et puis au bout d'un moment, je me suis dit que c'était peut-être ça en fait qu'on devait vivre. On devait peut-être simplement venir ici, se découvrir d'autres choses, mais peut-être qu'on n'est pas fait pour rester. Peut-être que finalement nos plans de vie, sur du long terme, peut-être qu'ils sont en Europe tout simplement. Alors effectivement, on peut se dire que c'est fou d'être si loin et de se rapprocher d'une communauté de Français, mais est-ce que ça n'a pas finalement un côté rassurant? Je sais pas trop en fait, c'est rassurant parce que, on parle la même langue et qu'on a les mêmes références et que du coup on peut vraiment parler de cette «crise existentielle» entre guillemets, d'être loin de sa famille, loin de ses amis et en même temps, voilà, en ayant les mêmes références et les mêmes, traditions, plus ou moins, forcément parce que ça varie en fonction des régions, des religions et tout ça. Mais ça s'est fait très naturellement donc au début, ça m'a un peu travaillé, je dois dire. Je me disais: «Oh là là, c'est peut-être pas bien», tu vois, d'avoir autant d'amis français en étant en Australie. Moi, je j'avais pas prévu de faire partie de ces gens qui vivent dans un pays étranger, mais mélangés qu'avec des Français presque. Même si on a plein, plein, plein d'amis, étrangers, donc notamment italiens, brésiliens, mais c'est voilà, ça s'est fait naturellement. Donc en fait, au bout d'un moment, bah, on a arrêté de lutter et on a juste accepté, voilà, qu'on avait peut-être besoin, de connecter avec des Français et peut-être qu'on se comprenait tout simplement mieux et ça s'est fait naturellement donc voilà, je j'ai pas de regrets et c'est peut-être pour ça aussi qu'on se dit aujourd'hui que, ce serait bien de se rapprocher en fait de la France donc on n'en est pas encore au cap de pouvoir rentrer et vivre en France. C'est pas quelque chose qu'on arrive à passer, mais en tout cas, l'Europe nous appelle, ça c'est sûr. Donc quels sont vos projets pour 2021? Eh bien écoute, 2021, on aimerait, commencer un nouveau projet, une nouvelle étape de vie en Europe, au Portugal plus précisément. Mais voilà, pour l'instant, on a vraiment appris, justement en ayant cette vie de voyageur et de vivre si loin qu'on ne peut pas toujours tout planifier et d'ailleurs, c'est ça qui fait la beauté du voyage. Donc pour l'instant, on se laisse plus ou moins porter. On a une idée de ce qu'on aimerait faire, mais on a vite compris que de toute façon, ça se ferait en temps voulu, voilà, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc l'idée, elle est là. On appelle les projets, les personnes intéressées, mais voilà, on se presse pas. On est quand même très chanceux d'être en Australie, d'avoir cette qualité de vie, dans un cadre si magnifique. Donc pour l'instant, voilà, on en profite et puis, quand on sera prêt à rentrer, on rentrera. On n'a pas parlé du tout de ton statut en Australie, d'ailleurs. Est-ce que rapidement, tu pourrais nous donner, les différents éléments qui t'ont amené aujourd'hui à être une citoyenne australienne? C'est pas rien et pourtant tu nous parles de rentrer en Europe. Qu'est-ce qui se trame là-dessous? Oui, bien sûr. Donc, nous sommes arrivés en 2012 sur un visa vacances-travail, si je traduis. Tu as droit à une première année et pour avoir une deuxième année, tu dois faire 6 mois de travail en ferme. Pardon, 3 mois de travail en ferme, donc 88 jours de travail, en fait, dans des endroits un petit peu plus isolés que les grandes villes. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Donc on a eu notre deuxième année après ces 88 jours de travail en ferme. Heu, on est rentré en France pour dire à nos parents qu'on repartait une deuxième année. On est resté une deuxième année et puis, très vite, en fait, on voulait rester plus longtemps, donc on a démarché, enfin, on a commencé des démarches pour être, sponsorisés. Heu, donc il y a plusieurs choix de sponsors. Donc les visas changent très souvent, les régulations changent très souvent. Donc ce qui était pour le cas pour nous, en fait, n'est peut-être plus le cas maintenant. Hem, mais en fait, on a été sponsorisés par ma patronne, en tant que masseuse, massage therapist à l'époque et du coup, ça nous a permis d'avoir un visa qui n'était plus temporaire. En fait, c'est un visa de résident permanent et ensuite, au bout d'un an sur ce visa permanent,
on a pu demander la citoyenneté. Alors, comment on demande à avoir la citoyenneté australienne et surtout pourquoi vous avez eu envie d'avoir la citoyenneté australienne tous les deux? Ce qui s'est passé, c'est que après plusieurs années, comme je t'ai dit, on a compris qu'éventuellement, on aimerait rentrer en Europe parce que la distance avec la famille devenait un petit peu plus compliquée à gérer pour tout le monde et pour eux et pour nous et avec nos amis aussi. Donc, on a commencé à, voilà, à envisager en fait un retour en Europe. Mais ce qui nous faisait vraiment peur, c'était de savoir ce qu'on laissait, mais pas de savoir ce qu'on allait trouver en Europe. Notre vie d'adulte, elle s'est construite ici. Nos repères d'adultes sont ici. Et on a de très très belles opportunités et une très bonne qualité de vie. Donc la simple raison pour laquelle on rentre, c'est simplement la distance qui est difficile à gérer avec notre famille. Donc si tu veux, se lancer, tout quitter ici pour rentrer en Europe, quand on connaît les conditions de vie et la qualité de vie, donc nous, on voulait être sûr que si un jour on rentrait en Europe, on voulait être en fait dans la capacité de revenir tôt ou tard en Australie si on en ressentait le besoin. Et malheureusement, avec un visa permanent, tu peux le faire, tu peux vivre à l'étranger, mais si tu veux, ça ne te garantit pas à vie, euh, en fait, que tu pourras revenir. Tous les 5 ans, quand tu as un visa permanent, tu dois mettre à jour ton statut, en fait, là où tu es, euh, réappliquer, en fait, redemander un visa entre guillemets. C'est pas aussi long, c'est juste une mise à jour, mais ça donne le droit au gouvernement aussi de te dire, bah, écoutez, voilà, ça fait peut-être 4 ans que vous êtes à l'étranger ou 10 ans que vous êtes à l'étranger sur un visa permanent. Vous n'avez pas de biens, de propriété ici. Donc, nous, en fait, on refuse de vous mettre à jour votre visa permanent. C'est très, très rare, mais c'est une possibilité. Et en fait, Julien et moi, on ne voulait pas prendre ce risque. Donc, on s'est lancé le but d'avoir la citoyenneté. Et une fois qu'on aurait la citoyenneté, et seulement quand on aurait la citoyenneté, on envisagerait de rentrer en Europe. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est complètement illogique. Et je comprends. Mais en fait, nous, on aime tellement notre mode de vie ici et on n'a tellement aucune idée de ce qui nous attend en Europe, que ce soit en France ou au Portugal, que en fait, on n'avait juste pas envie de prendre le risque. J'entends bien. Merci Léa. Pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent et qui ont eux aussi envie de se lancer dans l'aventure d'une vie à l'étranger? Juste aux gens qui hésitent à partir, de sauter le pas, en fait, de sauter le cap et de prendre leur courage à deux mains, même si je sais que c'est pas facile. On a rencontré beaucoup de gens qui voyageaient seuls. Et d'ailleurs, je suis toujours en admiration devant eux parce qu'il faut faire quand même preuve de courage pour tout quitter. Mais en fait, je trouve que beaucoup de gens pensent que ce rêve de voyage, peu importe que ce soit en Australie ou ailleurs, que ce soit pour des années ou quelques mois, voire quelques semaines, pour beaucoup de gens, c'est accessible à une certaine catégorie de gens, une certaine catégorie de personnes. Et en fait, pas du tout. Tout quitter et partir voyager, même si ça paraît dingue pour beaucoup de gens, notamment en France, en fait, c'est possible pour tout le monde. Enfant, pas enfant, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe. Après, c'est simplement une question de visa, où c'est vrai que pour des gens qui ont plus de 30 ans, c'est un petit peu plus compliqué parfois pour avoir ce visa temporaire, en fait, de vacances-travail. Mais l'opportunité, elle est là, en fait. Et parfois, on va s'enchaîner à des choses qui ont juste une valeur dans notre tête, en fait, dans notre mental. Mais une fois qu'on part, on se rend compte que ça n'avait aucune valeur et qu'un statut professionnel, une carrière ou un plan de vie dans l'ordre, s'il y a un ordre, ça vaut rien comparé à ce sentiment de liberté qu'on éprouve en voyageant. Comme je te dis, que ce soit quelques semaines, des mois ou des années,
Ça en vaut la peine et oui, ça fait peur. Oui, c'est une organisation. Oui, c'est très différent d'un mode de vie, tout tracé. On sort de l'école, on commence un emploi, on achète un appart, on s'installe, on se marie, bref. Mais c'est tellement merveilleux de le vivre. Donc si vous avez encore des doutes, n'hésitez plus, foncez. Nous voici maintenant dans la petite interview dans l'interview. Quel est ton endroit préféré dans le monde? Mon endroit préféré dans le monde, c'est, le mont Felletin qui est en fait, dans notre région, Rhône-Alpes et voilà, c'est un lieu, très symbolique, et très sentimental pour moi parce que c'est là où on allait se promener avec mes grands-parents et la famille de ma mère. Donc ouais, c'est un endroit, paisible, très vert, parce que c'est du coup, c'est une forêt, avec une vue magnifique, donc ouais, c'est mon endroit préféré dans le monde. Quelle est ta meilleure découverte culinaire en Australie? Alors jusqu'à maintenant, ça a été la langouste, le crayfish, parce qu'il y en a énormément et il y a vraiment une saison, propice et voilà, ça a été une des meilleures, découvertes culinaires, qu'on ait faites ici, je crois. Et à l'inverse, quelle est ta pire découverte culinaire en Australie? Ça va être un petit peu, classique, mais je crois que, la Vegemite, c'est une pâte, en fait, à base de plantes, mais qui est très, très amère et les Australiens tartinent ça, mais quand tu arrives en tant que bon Français avec ton Nutella le matin et que tu vas tartiner ta Vegemite, comme tu tartinerais du Nutella ou du beurre, forcément c'est immonde parce que en fait, c'est quelque chose que tu dois appliquer en fine couche. C'est vraiment pour apporter un petit peu de goût. As-tu une anecdote à nous raconter? Oui, bah, il y en a beaucoup, mais l'anecdote que je pourrais raconter, c'est, quand on a fait notre premier road trip, en Tasmanie. On était, donc on avait acheté un vieux van, bien, bien abîmé et qui avait déjà fait le tour de l'Australie 4 fois. Donc je ne sais pas si tu imagines niveau, distance et kilomètres. Mais c'est énorme et en fait, on était en Tasmanie tous les 2 sur une aire de repos, mais vraiment paumés au milieu de nulle part, comme c'est souvent le cas en Australie et en fait, au moment de repartir, le van ne démarre pas. Heu, il y avait plus de batterie du tout, en fait et on n'avait pas de réseau, on était au milieu de nulle part et là, on s'est dit: «Putain, on est foutus, personne ne va savoir ce qui nous est arrivé, on va mourir là». Et en fait, au loin, j'entends une voiture, donc je me précipite, sur, la route principale qui était quand même assez loin et en fait, là, il y a un local qui passait par là, pour, je sais plus quoi faire. Donc vraiment le coup de chance, en fait, parce que c'était pas trop tard dans la journée, donc ça, c'est bien tombé et en fait, il est venu nous aider. Il a galéré pendant 15-20 minutes à essayer de brancher sa batterie, en fait, qui était sous son siège. Donc il n'y arrivait pas, donc il a dit: «Écoutez, je reviens, je vais appeler un ami, on va venir vous aider, vous inquiétez pas, vous allez pas dormir ici», bref. Et nous, on n'y croyait pas, on s'est dit: «Il va jamais revenir» et en fait, le mec est revenu avec son pote et ils nous ont dépanné. En fait, ils ont réglé la batterie qui s'était, complètement déconnectée et en fait, la morale de l'histoire dans tout ça, c'est qu'on n'avait pas grand-chose pour le remercier. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de vin, on n'avait rien et on avait simplement une conserve de pâté en fait que nos parents nous avaient envoyé quelques semaines plus tôt et on a voulu lui offrir ça, on s'est dit: «Bah, voilà, c'est très français quoi, donc ça va lui faire plaisir». Bon, il en a pas du tout voulu. Je pense qu'il s'est dit: «Ça devait l'air d'être de la pâté pour chien», mais en fait, la chose intéressante qu'il nous a dit, c'est que lui, il voulait rien, il avait pas fait ça en attendant quelque chose en retour. En fait, il nous a simplement demandé: «La prochaine fois que vous êtes sur la route et que vous voyez quelqu'un en panne, ou simplement, qu'il y a un problème, en fait, arrêtez-vous et faites, en fait, ce que je viens de faire. Accordez-lui votre temps, votre aide et votre écoute et ça m'a marquée parce que forcément, ben, on nous éduque souvent dans la peur du coup de s'arrêter, aider l'autre parce qu'on a toujours peur de se faire agresser, de se faire trucider, par un inconnu
Et en fait, une fois que tu casses cette peur, bah oui, malheureusement, il y a des choses graves qui arrivent, mais ça reste quand même très rare et la beauté du geste d'aider quelqu'un, c'est quand même, la base et notre monde devrait, être fait là-dessus et c'est quelque chose qu'on a vraiment redécouvert ici, en Australie. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!